La forêt de Brocéliande. Rien que son nom suscite une étrange sensation, un mélange de curiosité et d'appréhension. Les gens du coin en parlent à voix basse, comme si prononcer son nom trop fort pouvait réveiller quelque chose. Mais moi, je n'ai jamais cru à ces histoires de villageois superstitieux. Des fantômes, des malédictions, des routes maudites, des absurdités pour effrayer les enfants et éloigner les touristes. Pourtant, ce soir-là, alors que je consultais mon GPS, l'idée d'un raccourci à travers cette forêt m'a semblé trop tentante. Le ciel était lourd, d'un gris métallique, et la nuit tombait rapidement. J'avais une livraison urgente à faire, et prendre la route principale m'aurait coûté 2 heures de plus. Je n'avais pas ce luxe. Je me suis dit, une route, c'est une route. Tant qu'elle est praticable, je n'ai rien à craindre. Quand j'ai bifurqué sur le chemin, j'ai immédiatement remarqué le changement. L'asphalte semblait plus ancien, presque effrité, et les arbres formaient une arche dense au-dessus de ma tête. La lumière de mes phares peinait à percer cette obscurité oppressante. À la radio, une vieille chanson passait, mais le signal faiblissait déjà. Bientôt, il ne restait plus que le bruit du moteur et le grincement des pneus sur la route. Je ne peux pas dire que j'étais nerveux au début. Je me disais juste que c'était une route comme une autre. Mais il y avait cette atmosphère, quelque chose d'indéfinissable, comme un poids invisible sur mes épaules. À chaque virage, j'avais l'impression que les arbres se resserraient autour de moi, leurs branches noueuses semblant se tendre comme des griffes. Un détail a fini par me mettre mal à l'aise. Je n'avais pas croisé une seule voiture, pas un seul signe de vie depuis mon entrée. Pas de maison, pas de lampadaire, rien. Juste moi, la route, et cette forêt sans fin. Les premiers signes que quelque chose clochait sont apparus bien avant que je ne veuille l'admettre. D'abord, c'était ce silence, écrasant, presque surnaturel. Pas un bruit d'insecte, pas le chant d'un oiseau nocturne, pas même le bruissement du vent dans les feuilles. Rien, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Ça m'a frappé quand j'ai ouvert ma fenêtre pour me rafraîchir un peu. Le vide sonore était si total que même le ronronnement de mon moteur semblait déplacé, intrusif. Puis, il y a eu la radio. Une vieille habitude. Je laisse toujours un fond musical, même faible, pour m'accompagner sur la route. Mais là, le signal disparaissait par intermittence, remplacé par un grésillement étrange, presque organique, comme un souffle distant. Je changeais de station, mais rien n'y faisait. Et puis, il y a eu ce sifflement. Un son aigu, irrégulier, qui semblait provenir du haut-parleur mais que je n'avais jamais entendu sur aucune fréquence. Ça m'a donné un frisson. J'ai resserré mes mains sur le volant, concentré sur la route. C'est là que j'ai vu quelque chose. Un mouvement rapide, dans ma vision périphérique. Une silhouette, peut-être, ou une branche qui s'agitait. Je ne sais pas, mais quand j'ai tourné la tête pour regarder, il n'y avait rien. Juste les arbres, immobiles, impassibles, et cette obscurité profonde entre eux. Les ombres ont commencé à me jouer des tours. Je suis sûr que j'ai vu des formes se déplacer entre les troncs, toujours juste hors de portée de mes phares. À plusieurs reprises, j'ai vérifié mes rétroviseurs, une habitude machinale, mais cette fois, je m'en serais bien passé. Parce que là, dans le coin du miroir, j'ai cru apercevoir quelque chose. Une silhouette pâle, comme une figure humaine, debout sur le bord de la route, immobile. J'ai freiné instinctivement et me suis retourné. Rien. Absolument rien. La route était déserte, tout comme elle l'avait été depuis que j'avais pénétré dans cette maudite forêt. Pourtant, le battement rapide de mon cœur me disait que je n'avais pas rêvé. C'était ridicule. Je me suis forcé à respirer profondément, à me calmer. Le manque de sommeil et la fatigue, voilà tout. J'ai repris la route, les yeux fixés droit devant, mais une part de moi ne pouvait s'empêcher de scruter les rétroviseurs, terrifié à l'idée de voir cette silhouette apparaître de nouveau. J'avais l'impression que la route s'étirait à l'infini. Peu importe combien de temps je roulais, les kilomètres ne semblaient pas passer. À chaque virage, le paysage restait désespérément identique, des arbres sombres, serrés les uns contre les autres, formant une barrière impénétrable. Il n'y avait aucun panneau, aucun repère, rien qui indiquait que j'avançais réellement. Et puis, c'est arrivé. Je l'ai vu pour la première fois sur le bas-côté, un vieux panneau rouillé, penché comme s'il allait tomber, avec des lettres à peine lisibles. Ce n'était pas sa présence qui m'a dérangé, mais le fait que je l'avais déjà vu. Je me suis dit que je devais me tromper, que mon esprit fatigué me jouait des tours. Mais quelques minutes plus tard, j'ai de nouveau croisé ce même panneau, avec ces mêmes lettres effacées, au même endroit. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas possible. J'ai vérifié le compteur kilométrique pour m'assurer que je n'imaginais pas les choses. Je roulais bien, pourtant c'était comme si la route elle-même me ramenait toujours au même point.
Le malaise s'est transformé en panique lorsque j'ai remarqué les formes dans mes rétroviseurs. Au début, elles étaient floues, presque imperceptibles, comme des ombres mal définies. Mais au fil des minutes, elles devenaient plus nettes. C'étaient des silhouettes humaines, pâles et floues, comme si elles étaient faites de brume. Elles se tenaient à l'arrière de mon camion, immobiles, mais toujours là, juste assez visibles pour que je ne puisse les ignorer. J'ai commencé à rouler plus vite, espérant que l'accélération suffirait à les distancer. Mais ça n'a servi à rien. Les silhouettes restaient là, fixées dans mes rétroviseurs comme si elles faisaient partie du véhicule. Par réflexe, j'ai regardé à l'arrière par la fenêtre de ma cabine. Rien. Pas une âme. Mais dès que mes yeux revenaient sur le miroir, elles étaient toujours là, plus nombreuses. C'est là que j'ai compris que je n'étais plus maître de la situation. Peu importait la vitesse ou les directions que je prenais, la route semblait me retenir, et ces choses m'accompagnaient, silencieuses et implacables. Chaque fois que je croisais à nouveau ce panneau rouillé, je sentais leur présence se rapprocher. Elles n'étaient plus seulement dans les rétroviseurs. Je pouvais les voir à la périphérie de mes phares, des silhouettes se glissant entre les arbres, leurs mouvements fluides et impossibles, comme si elles flottaient au-dessus du sol. Mon instinct me hurlait de m'arrêter, de quitter le canyon et de fuir à pied. Mais une autre part de moi savait que c'était exactement ce qu'elle voulait. Alors j'ai continué à rouler, même si chaque fibre de mon être me criait que je n'arriverais jamais à quitter cette route. Je ne sais pas combien de temps j'ai roulé avant que la route ne me force à m'arrêter. Mon camion a commencé à ralentir tout seul, comme si quelque chose tirait sur lui. J'ai écrasé la pédale d'accélérateur, mais le moteur s'est mis à râler, à tousser, puis il s'est éteint dans un silence glacial. Mes phares vacillèrent une dernière fois avant de me plonger dans l'obscurité totale. J'étais figé, incapable de bouger. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Et c'est alors que je les ai entendus, des pas, d'abord lents, comme hésitants, puis de plus en plus nombreux, encerclant le camion. J'ai verrouillé les portières par réflexe, même si une part de moi savait que ça ne servirait à rien. Quand j'ai levé les yeux, mon sang s'est glacé. Ils étaient là. Une dizaine, peut-être plus. Des silhouettes pâles et translucides, leurs visages flous comme des peintures effacées par le temps. Ils flottaient autour du camion, leurs mouvements lents et silencieux. L'un d'eux s'est approché plus près, juste assez pour que je distingue ses traits. C'était une femme, ou du moins, ça avait été une femme. Son visage portait les marques d'un accident, une joue enfoncée, un œil presque inexistant, des cheveux emmêlés et dégoulinants, comme si elle venait de sortir de l'eau. Mais c'étaient ses yeux, ou plutôt l'absence de vie dans ses orbites, qui m'ont paralysé. Elle s'est mise à murmurer quelque chose. Au début, c'était incompréhensible, comme une langue ancienne ou une litanie déformée par le vent. Mais peu à peu, les mots sont devenus clairs. « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Elle a penché la tête, comme si elle attendait une explication. Puis d'autres voix se sont jointes à elle, chacune différente, chacune chargée de colère ou de désespoir. « Tu ne devrais pas être là. Ils ne partent jamais. Pourquoi partirais-tu? Tu es comme nous. Tu as tes fautes, tes secrets. » Je secouais la tête frénétiquement, murmurant des noms sous mon souffle, mais leur voix se faisait plus forte, plus insistante. Des souvenirs enfouis remontaient à la surface, des choses que j'aurais préféré oublier. La fois où j'avais ignoré un appel à l'aide sur la route. La fois où j'avais menti pour me tirer d'affaire, au détriment de quelqu'un d'autre. « C'est pour ça que tu es ici, » murmura la femme. Elle leva une main translucide et la posa sur la vitre de ma cabine. Un froid surnaturel envahit l'espace, me gelant jusqu'aux os. Les autres spectres s'avancèrent, leurs murmures se mêlant en un crescendo insoutenable. Je savais que je devais faire quelque chose, mais quoi? Fuir? Implorer leur pardon? Affronte-le, dit-elle. Affronte ce que tu es. Sinon, reste ici avec nous. C'était un ultimatum, un choix impossible, et dans leurs yeux vides, je pouvais voir la vérité. Si je ne faisais rien, je serais condamné à errer sur cette route, un autre fantôme pris au piège pour l'éternité. Le silence qui suivit son ultimatum fut pire que leurs murmures. Mon souffle résonnait dans la cabine comme une cloche funèbre, et mes mains tremblaient sur le volant. Je savais que je ne pouvais pas rester là, mais affronter quoi? Mes fautes? Mon propre reflet? J'ai fermé les yeux, cherchant désespérément une issue. Quand je les ai rouverts, les spectres avaient changé. Ils étaient plus proches, leurs visages déformés par des expressions de douleur et de colère. La femme était toujours là, ses doigts fantomatiques laissant des traînées de givre sur la vitre. « Affronte-le » répéta-t-elle, sa voix résonnant comme un écho dans ma tête. Dans un élan de panique, j'ai ouvert la portière et sauté hors du camion. Le froid était suffocant, bien plus mordant que n'importe quel hiver.
Le sol semblait se dérober sous mes pieds, comme si la route elle-même cherchait à m'avaler. « Qu'est-ce que vous voulez » ai-je crié. Les murmures s'arrêtèrent net. Les spectres me regardaient, immobiles. La femme s'avança, son visage à quelques centimètres du mien. « Nous voulons que tu regardes, dit-elle. » Avant que je puisse réagir, elle tendit une main glaciale vers mon front. Une vague de visions m'envahit. Des souvenirs, des fragments de ma vie. Chaque moment où j'avais choisi l'égoïsme au lieu de l'aide. Chaque décision motivée par la peur ou la lâcheté. Je revoyais ce voyageur, seul sur le bord de la route, que j'avais ignoré une nuit pluvieuse. Sa silhouette trempée, ses appels à l'aide étouffés par le grondement de mon moteur. Quand les visions s'arrêtèrent, je me retrouvai à genoux sur le bitume, le souffle court, les larmes brouillant ma vue. « C'est ça, » murmura la femme. « Ce poids, tu l'as porté jusqu'ici. » Je savais qu'elle avait raison. La route m'avait amené à ce moment pour une raison. Mais pouvais-je vraiment expier? Que dois-je faire? Ai-je demandé d'une voix brisée. Les spectres restèrent silencieux. Puis, un à un, ils commencèrent à disparaître, leurs formes s'effaçant dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle. « Accepte, » dit-elle simplement. « Pas pour nous. Pour toi. » Elle tendit la main une dernière fois, et je la saisis. Un froid intense m'envahit, mais cette fois, il n'était pas insupportable. Il était pur, presque apaisant. Quand je rouvris les yeux, j'étais de retour dans mon camion. Le moteur ronronnait doucement, les phares éclairaient une route dégagée. Je tournai la clé, et cette fois, la route sembla s'ouvrir devant moi, normale, banale. Mais je savais que quelque chose avait changé. Je n'étais plus le même. Et dans le rétroviseur, juste avant que je ne quitte la forêt, j'aperçus une dernière fois son visage. Elle ne disait rien, mais ses yeux vides semblaient m'observer, comme pour s'assurer que je ne ferais pas marche arrière. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu ce château. Il se dressait là, majestueux et sinistre, entouré de forêts épaisses qui semblaient avaler la lumière du jour. Les vieilles pierres noircies par le temps donnaient l'impression que l'endroit gardait jalousement ses secrets. J'étais arrivé en fin d'après-midi, et le soleil déclinant projetait des ombres longues et inquiétantes sur la cour pavée. Je n'étais pas du genre à croire aux histoires de fantômes ou aux superstitions. Après tout, j'étais un routier, habitué à la solitude des longues routes et aux nuits passées dans des aires de repos souvent peu accueillantes. Mais ce lieu avait quelque chose que je ne pouvais pas l'expliquer. Une tension dans l'air, presque électrique, qui me faisait instinctivement regarder par-dessus mon épaule. Un homme m'a accueilli à mon arrivée. Grand, mince, vêtu d'un costume sombre qui semblait appartenir à une autre époque, il m'a adressé un regard perçant, presque méprisant. Il s'est présenté comme le majordome, mais son ton était froid, autoritaire. Il m'a guidé en silence jusqu'à une petite cour intérieure où se trouvait le conteneur que je devais transporter. Le conteneur était massif, d'un noir profond, sans aucune inscription ni marque. Tout était déjà prêt pour le chargement. Les employés, silencieux et nerveux, s'activaient autour du camion, évitant soigneusement de croiser mon regard. L'un d'eux, un homme d'âge mûr, a fait un signe de croix en passant près de la cargaison. Une jeune femme, visiblement agitée, s'est approchée de moi lorsque le majordome s'est éloigné un instant. « Vous ne devriez pas accepter ce travail », a-t-elle murmuré, presque tremblante. Avant que je puisse répondre, le majordome est revenu, son visage plus sévère que jamais. « Voici les documents », a-t-il dit en me tendant une enveloppe scellée. L'adresse de livraison est à l'intérieur. Et rappelez-vous, ne vous arrêtez sous aucun prétexte jusqu'à ce que vous soyez sorti de cette région. Je n'ai pas posé de questions. Ce n'était pas mon travail de comprendre ce que je transportais. Mon rôle était simple, conduire. Pourtant, lorsque je suis monté dans mon camion et que j'ai démarré, un étrange malaise m'a envahi. Je jetais des coups d'œil dans mes rétroviseurs, comme si quelque chose, ou quelqu'un, m'observait. Alors que je quittais le château et que la forêt se refermait autour de la route, j'ai senti un frisson me parcourir. Je me suis dit que ce n'était rien, juste l'air frais de la fin de journée. Mais au fond de moi, une petite voix chuchotait déjà que ce voyage ne serait pas comme les autres. Les premiers kilomètres se sont déroulés sans incident. La route serpentait à travers les bois sombres, et la seule lumière provenait des phares de mon camion. J'ai allumé la radio pour briser le silence oppressant, mais après quelques minutes, elle a commencé à grésiller avant de se couper complètement. Pensant à une simple panne, je l'ai éteinte et me suis concentré sur la route. C'est alors que je l'ai entendue pour la première fois. Un murmure, très faible, presque imperceptible, comme une voix lointaine portée par le vent. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination. Peut-être la fatigue, mais le murmure s'est répété, cette fois plus distinct, et je jurais qu'il disait mon prénom, Jean-Luc.
Un frisson m'a parcouru l'échine, mais je me suis forcé à rire nerveusement. « Allez, mon vieux, tu te fais des idées, » ai-je murmuré à voix haute, comme pour me convaincre. Pourtant, la sensation de malaise persistait. Quelques kilomètres plus loin, j'ai remarqué un mouvement dans ma cabine. Mon crucifix, accroché au rétroviseur central, se balançait doucement, comme s'il y avait un courant d'air. Mais toutes les fenêtres étaient fermées, et la cabine était parfaitement étanche. Je l'ai fixé un moment, cherchant une explication rationnelle, avant de reporter mon attention sur la route. C'est là que j'ai vu les ombres pour la première fois. Elles dansaient sur la chaussée devant moi, des silhouettes indistinctes, mouvantes, comme si elles émergeaient des ténèbres. Je me suis frotté les yeux, persuadé que c'était un effet des phares ou de ma fatigue, mais elles étaient toujours là, tourbillonnant autour du camion. Un bruit sourd m'a soudainement fait sursauter. Un objet était tombé sur le plancher de la cabine. En baissant les yeux, j'ai vu que c'était mon carnet de notes, qui était pourtant posé sur le tableau de bord. Je l'ai ramassé d'une main tremblante, en jetant un coup d'œil nerveux autour de moi. Chaque fibre de mon être me criait de m'arrêter, de vérifier la cargaison, de comprendre ce qui se passait. Mais je me souvenais des paroles du majordome, « Ne vous arrêtez sous aucun prétexte ». Alors, j'ai continué à conduire, les mains crispées sur le volant, en essayant d'ignorer les murmures qui se faisaient de plus en plus pressants. Après des heures à conduire dans une tension presque insupportable, j'ai finalement décidé de m'arrêter sur une aire de repos isolée. Je savais que je ne devais pas le faire, mais ma curiosité et mon malaise avaient pris le dessus. Les ombres, les murmures, le crucifix qui bougeait. Tout cela n'avait aucun sens, et je devais comprendre ce que je transportais. L'air était plongé dans une obscurité totale, à l'exception des phares de mon camion. Aucune autre voiture, aucun bruit, rien que le souffle du vent dans les arbres autour. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je descendais de la cabine, une lampe de poche à la main. Je me suis approché lentement du conteneur, hésitant. Il semblait plus imposant que lorsque je l'avais vu pour la première fois, comme s'il avait pris du volume. Mon souffle formait de la buée dans l'air glacial, bien que la nuit ne soit pas particulièrement froide. Avec des mains tremblantes, j'ai défait les scellés et ouvert la porte. Une odeur nauséabonde m'a immédiatement frappé, un mélange de moisi, de métal rouillé et de quelque chose d'indéfinissable, presque organique. À l'intérieur, un seul objet trônait au centre, un coffre ancien, en bois sombre, couvert de motifs gravés qui semblaient pulser sous la lumière de ma lampe. J'ai hésité. Tout mon instinct me hurlait de refermer le conteneur et de repartir, mais je ne pouvais pas. Une force invisible, presque hypnotique, me poussait à aller plus loin. Je me suis penché et soulevé le couvercle du coffre. À l'intérieur, il y avait une sorte de masque, sculpté dans une pierre noire et lisse. Les traits étaient grossiers, inhumains, avec des yeux enfoncés qui semblaient me fixer. Des inscriptions en latin entouraient la base, et je pouvais voir des traces de ce qui ressemblait à du sang séché dans les crevasses. Dès que j'ai touché le masque, une douleur fulgurante m'a traversé la tête. Des images ont envahi mon esprit. Des visages tordus de douleur, des rituels sombres dans des salles éclairées par des chandeliers, des cris, tellement de cris. Je me suis reculé brusquement, le souffle court, en lâchant le masque qui est tombé au fond du coffre avec un bruit sourd. C'est alors que j'ai entendu quelque chose, juste derrière moi. Un bruit léger, comme un souffle. Je me suis retourné d'un coup, mais il n'y avait rien. Rien d'autre que l'obscurité de la nuit et la sensation glaçante que je n'étais plus seul. Je me précipitai dans la cabine du camion, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'avais laissé le conteneur ouvert, mais à cet instant, je m'en fichais complètement. Tout ce que je voulais, c'était partir de cet endroit maudit. En démarrant le moteur, mes mains tremblaient encore, et le bruit du diesel résonna comme un rugissement salvateur dans le silence oppressant de la nuit. Mais à peine avais-je repris la route qu'une sensation écrasante s'abattit sur moi, celle d'être observé. Mon rétroviseur semblait attirer mon regard comme un aimant, mais je refusais de céder. Pourtant, quand un éclat de lumière dans le coin de mon œil m'alerta, je ne pus m'en empêcher. Dans le reflet du rétroviseur, je vis une silhouette. Elle était assise sur le siège passager. Une forme indistincte, sombre, comme taillée dans l'ombre elle-même. Je freinai brusquement, le camion s'immobilisant au milieu de la route dans un crissement strident. Mais quand je me tournai pour regarder directement à côté de moi, il n'y avait rien. Ma respiration était saccadée, et mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures blanchirent. C'est alors que je sentis un poids dans la cabine. Pas une présence physique, mais quelque chose de plus intangible, de plus oppressant. L'air était lourd, presque irrespirable, comme si chaque inspiration me coûtait une part de ma force vitale. Les murmures revinrent, cette fois plus clairs, plus nombreux.
Ils n'étaient plus lointains. Ils étaient là, tout autour de moi, dans un cœur sinistre qui semblait provenir de l'intérieur même du camion. Mon prénom résonnait encore et encore, Jean-Luc. Jean-Luc. Soudain, les lumières du tableau de bord vacillèrent. Les phares s'éteignirent brièvement, me laissant dans une obscurité totale. Puis, lorsque les lumières revinrent, mon sang se glaça. Le crucifix pendu au rétroviseur n'était plus là. À sa place, suspendu par la même ficelle, il y avait le masque. Je hurlai et ouvris la porte de la cabine pour sauter à l'extérieur. Mais lorsque mes pieds touchèrent le sol, je réalisai que je n'étais pas seul. Tout autour du camion, des ombres dansaient, se contorsionnant de manière grotesque. Elles formaient un cercle, m'encerclant comme des prédateurs autour de leur proie. Mon instinct me poussa à courir, mais mes jambes refusèrent de bouger. Un froid glacial monta le long de ma colonne vertébrale, et un rire faible, presque moqueur, résonna dans l'air. Ce n'était pas un rire humain. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Je me retournai vers le camion, prêt à m'y réfugier, mais la silhouette que j'avais aperçue plus tôt était maintenant au volant, ses yeux noirs fixés sur moi à travers le pare-brise. Paralysé par la terreur, je ne pouvais que fixer cette silhouette assise au volant de mon propre camion. Ses yeux, noirs comme l'abîme, semblaient absorber toute la lumière autour de nous. Elle me regardait intensément, comme si elle attendait quelque chose, ou savourait ma peur. Les ombres qui dansaient autour de moi se rapprochaient, et avec elles, une sensation de froid insupportable. Mon souffle formait de la buée, et mes membres semblaient s'engourdir. Puis, la voix se fit entendre, claire cette fois, un murmure glacé qui semblait sortir de partout et de nulle part. « Tu n'aurais jamais dû ouvrir ce coffre, Jean-Luc. » Je reculais, trébuchant sur mes propres pieds. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, mais où? Les ombres m'encerclaient, et mon camion, mon refuge, m'était désormais inaccessible. Dans un dernier élan de désespoir, je me souvins des gravures sur le masque. Je ne savais pas pourquoi, mais une idée s'imposa à moi, il fallait le détruire. Ignorant les ombres qui s'étiraient dans ma direction, leurs bras déformés comme des griffes, je me précipitai vers le conteneur resté ouvert. Le masque était là, posé au fond du coffre, comme s'il m'attendait. À peine avais-je tendu la main qu'une douleur fulgurante me traversa, accompagnée d'images chaotiques, des rituels sanglants, des visages déformés par la souffrance, et cette silhouette au volant, toujours là, m'observant à travers le temps. Rassemblant tout mon courage, je pris le masque et le lançai de toutes mes forces contre le sol. Il ne se brisa pas. Un rire résonna, plus fort cette fois, et les ombres se jetèrent sur moi, m'enserrant comme un étau glacé. Dans un dernier sursaut, je me souvenais d'un détail, le feu. Les gravures semblaient réagir à la lumière et à la chaleur. Tremblant, je fouillais dans ma poche pour trouver mon briquet. Les ombres resserraient leur emprise, et le froid devenait insupportable, mais j'allumai la flamme. Au moment où le feu toucha le masque, un cri perçant déchira l'air. Les ombres reculèrent, tourbillonnant comme un nuage noir aspiré par une force invisible. La silhouette dans le camion disparut, et le masque se consuma en une fine poussière noire. Je m'écroulai, épuisé, au pied du conteneur. Le silence était revenu, mais un silence lourd, chargé de tension. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté là, mais lorsque je repris mes esprits, je montai dans le camion, fermai toutes les portes à clé et quittai cet endroit maudit sans me retourner. Lorsque j'arrivai enfin à Paris et que je remis le conteneur à son destinataire, personne ne posa de questions. On me remercia brièvement avant de me renvoyer. Je ne parlais à personne de ce qui s'était passé, mais cette nuit-là, dans mon lit, je rêvais à nouveau de ce masque et de ses yeux noirs. Je sais qu'il est détruit, mais parfois, dans le silence de la cabine, j'ai l'impression d'entendre des murmures. Je me souviens encore de cette nuit, comme si c'était hier. La pluie tombait à verse, rendant la route glissante et difficile à parcourir. J'étais fatigué, épuisé même, après des heures de conduite. Mon vieux camion rugissait sous l'effort, et mes phares peinaient à percer l'obscurité épaisse qui semblait engloutir tout autour de moi. Près de Rouen, la solitude de la route commençait à peser sur mes épaules, et je m'agrippais au volant, espérant atteindre un relais routier pour me reposer un moment. C'est alors que je l'ai vue. Une silhouette frêle, presque effacée par la pluie, se tenait sur le bord de la route. Elle portait un manteau trop léger pour ce temps, trempé jusqu'aux os. Son visage était à moitié caché par ses cheveux collés par l'eau, mais je pouvais distinguer une expression désespérée. Je ne sais pas pourquoi j'ai ralenti. Peut-être la fatigue avait-elle émoussé mon bon sens, ou peut-être que quelque chose, au fond de moi, m'a poussé à m'arrêter. J'ai baissé la vitre du côté passager, et l'air glacé s'est engouffré dans la cabine.
Vous avez besoin d'aide? Ai-je demandé, ma voix hésitant entre prudence et compassion. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a simplement hoché la tête, ses yeux grands ouverts, fixant quelque chose derrière moi, ou peut-être à l'intérieur de moi. J'ai ouvert la porte, lui indiquant de monter. Elle a hésité un instant avant de s'installer sur le siège, sans dire un mot. En fermant la porte, un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas seulement le froid ou la pluie. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, une lourdeur que je ne pouvais expliquer. Alors que je remettais le camion en marche, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil dans sa direction. Elle fixait la route devant nous, immobile, comme si elle cherchait quelque chose dans l'obscurité. Je n'ai pas insisté pour parler. Après tout, qui étais-je pour forcer une inconnue à raconter son histoire? Mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander. Qu'est-ce qu'elle faisait là, seule, sous cette pluie battante, à une heure si tardive? Le silence dans la cabine était presque lourd, oppressant. J'avais l'habitude de conduire de longues heures seul, mais quelque chose était différent cette nuit-là. J'essayais de briser la glace, d'engager une conversation, mais chaque tentative semblait se dissoudre dans l'air, comme si elle n'entendait même pas mes mots. « Vous êtes d'ici » ai-je demandé, en jetant un regard furtif vers elle. Elle ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur la route, mais d'une manière étrange, comme si elle observait quelque chose qui m'échappait. Je l'ai scruté un moment, me demandant si je devais insister, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Elle ne bougeait presque pas, immobile comme une statue, et à mesure que les kilomètres défilaient, un sentiment de malaise s'intensifiait dans la cabine. Il faisait toujours aussi froid, mais je pouvais voir un voile de brume se former sur le pare-brise, comme si la température à l'intérieur du camion avait chuté soudainement. J'ai ajusté le chauffage, pensant que c'était un simple contretemps, mais rien n'y fit. La brume persistait, recouvrant lentement le verre. Je jetai un autre coup d'œil à ma passagère. Elle ne semblait même pas frémir malgré la fraîcheur qui envahissait la cabine. Ses mains étaient posées sur ses genoux, mais elles semblaient presque transparentes, comme si la lumière les traversait. J'ai secoué la tête, essayant de chasser cette pensée absurde. Puis, il y a eu ce bruit. Un grésillement. Je me suis tourné vers le poste de radio, qui, jusqu'à ce moment-là, était resté silencieux. Les interférences sont devenues plus fortes, un bruit strident, puis une voix, faible mais distincte. « Pierre, Pierre !» Le nom me glaça le sang. J'ai baissé la radio, pensant que c'était simplement une mauvaise réception, mais la voix persistait, cette fois plus claire. « Tu n'es pas seul, Pierre. » Je l'ai regardée, mais elle restait là, sans réagir, toujours aussi figée. J'ai essayé de rationaliser, mais un frisson incontrôlable m'a parcouru. Ce n'était pas la pluie ni la fatigue qui me dérangeaient. C'était elle, ou plutôt, ce qu'elle représentait. La route semblait s'étirer à l'infini, chaque virage plongé dans une obscurité profonde, seulement perturbé par le balayage irrégulier de mes essuie-glaces. Pourtant, à l'intérieur de la cabine, une atmosphère lourde s'était installée, comme si le temps lui-même s'était figé. La température continuait de chuter. Je pouvais voir mon souffle former de petits nuages blancs devant moi, chose impossible avec le chauffage toujours allumé au maximum. Mes mains tremblaient légèrement, mais je ne savais pas si c'était le froid ou l'angoisse qui m'envahissait. C'est alors que j'ai remarqué son reflet dans le rétroviseur. Elle restait parfaitement immobile, ses yeux grands ouverts, fixant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Pourtant, son reflet semblait décalé, comme si elle me regardait, alors que son visage était tourné vers la route. Je me suis forcé à détourner les yeux, ma gorge se serrant sous l'effet d'une peur irrationnelle. Puis, le grésillement du poste de radio est revenu, cette fois accompagné de sons étranges, des murmures, des pleurs, et même des rires qui semblaient venir de très loin. Chaque son résonnait dans ma tête, comme s'il cherchait à déchirer mes pensées. J'ai coupé la radio d'un geste brusque, mais les murmures ne s'arrêtèrent pas immédiatement. Ils se dissipèrent lentement, laissant derrière eux un silence encore plus oppressant. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu bouger. Un léger froissement de tissu, presque imperceptible, mais suffisant pour me faire tourner la tête vers elle. Elle avait changé de position, son corps légèrement tourné vers moi, ses mains jointes sur ses genoux. Elle ouvrit la bouche, comme pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. « Tout va bien ?» Ma voix tremblait, trahissant ma nervosité. Elle hocha la tête lentement, presque mécaniquement, mais son regard restait fixe, vide. Un coup de tonnerre éclata au loin, illuminant brièvement l'intérieur de la cabine. Ce que je vis dans ce flash me glaça le sang, son visage semblait différent, presque déformé, avec des ombres qui ne devraient pas être là. Je clignai des yeux, et tout était redevenu normal. Je serrai le volant, mes jointures blanchissant sous la pression. Chaque fibre de mon être me hurlait de la faire descendre, de fuir cette route, cette nuit,
cette présence. Mais quelque chose me retenait. Était-ce la peur de l'abandonner dans cet état? Ou bien, était-ce elle qui me retenait? Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai aperçu les lumières d'un petit hameau à travers le rideau de pluie. La jeune femme n'avait pas bougé ni dit un mot depuis des kilomètres, mais lorsqu'elle vit les lumières, je remarquai un changement imperceptible. Ses mains se crispèrent légèrement sur ses genoux, comme si elle savait que nous approchions de la fin du trajet. Je ralentis en entrant dans le village, cherchant des repères. Elle leva un doigt pour indiquer une maison au bout d'une rue étroite et mal éclairée. La bâtisse était vieille, en pierre, avec des volets fermés et une toiture qui semblait prête à s'effondrer. Aucune lumière ne filtrait à travers les fenêtres. Je me garai devant la maison, coupant le moteur. L'absence de bruit soudainement me mit mal à l'aise, comme si le monde entier s'était tu. Je me tournai vers elle pour lui dire que nous étions arrivés, mais le siège passager était vide. Mon cœur s'arrêta net. Je clignai des yeux, incapable de comprendre ce que je voyais. La porte n'avait pas bougé, aucun bruit ne m'avait indiqué qu'elle était sortie. Elle avait disparu, purement et simplement. Je restai un instant figé, le souffle court, avant de remarquer quelque chose sur le siège où elle s'était assise. C'était une petite médaille, argentée, avec une gravure fine sur le recto. En la prenant dans mes mains, je lus le nom Clémence et une date presque effacée. Une étrange chaleur se dégageait de l'objet, en contraste total avec le froid glacial de la cabine. Je sortis du camion, la médaille serrée dans ma main. La pluie continuait de marteler le sol, et un frisson me parcourut lorsque je m'approchai de la maison. Je frappai à la porte plusieurs fois, mais aucune réponse. Je fis le tour, appelant dans la nuit. « Clémence, vous êtes là ?» C'est alors qu'une voix, rauque et tremblante, me fit sursauter. Un vieil homme se tenait derrière moi, une lanterne à la main. « Qui cherchez-vous » demanda-t-il, les yeux plissés. Je lui montrai la médaille, expliquant que je venais de déposer une jeune femme ici. Son expression changea immédiatement, passant de la curiosité à une peur glaciale. « Clémence, elle est morte sur cette route il y a plus de 20 ans. Un accident terrible. Vous avez vu son fantôme, monsieur ?» Je restai là, pétrifié, tandis que ses paroles s'enfonçaient dans mon esprit. La médaille dans ma main semblait soudain beaucoup plus lourde, comme si elle contenait un secret que je n'étais pas encore prêt à découvrir. Après ce que le vieil homme m'avait révélé, un silence étourdissant s'abattit sur moi, comme si le monde entier avait cessé de respirer. Je jetai un dernier regard à la maison délabrée, puis à la médaille dans ma main. Une part de moi voulait simplement monter dans mon camion et quitter cet endroit maudit, oublier tout ce que je venais de vivre. Mais quelque chose m'en empêchait. « Vous devez partir » murmura le vieil homme, la peur imprégnant sa voix. Elle ne trouve jamais la paix. Chaque fois que quelqu'un la rencontre, quelque chose reste derrière, un souvenir, une malédiction. Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais des explications, des réponses, mais son visage fermé ne laissait aucune place aux questions. Finalement, il tourna les talons, disparaissant dans la nuit avec sa lanterne vacillante. Je retournai au camion, le cœur lourd, la médaille toujours dans ma main. En montant dans la cabine, un détail me frappa. Le siège passager, là où elle s'était assise, était complètement sec. Pas une seule trace de pluie, pas une seule goutte. Pourtant, je me souvenais clairement de ses vêtements trempés, de l'eau dégoulinant sur le plancher. Alors que je démarrais le moteur, mon regard fut attiré par le rétroviseur. Mon sang se glaça. Dans le reflet, je pouvais voir sa silhouette, assise à l'arrière de la cabine, immobile, ses yeux sombres fixant les miens. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Rien. Seulement le vide oppressant de la cabine. Je respirai profondément, essayant de me convaincre que c'était la fatigue qui jouait avec mon esprit. Pourtant, chaque fibre de mon être me hurlait que quelque chose n'allait pas. Alors que je m'éloignais du village, le poste de radio s'alluma de lui-même. La même voix que plus tôt murmura. « Merci, Pierre. Mais ce n'est pas fini. » La température dans la cabine chuta à nouveau, et mes mains se crispèrent sur le volant. À cet instant, je compris que je ne pourrais jamais vraiment échapper à cette nuit. La médaille brûlait dans ma poche, un rappel constant que j'avais croisé le chemin de quelque chose qui dépassait l'entendement. Depuis, je n'ai jamais repris cette route. Mais parfois, dans le silence de la nuit, lorsque je suis seul dans mon camion, j'ai l'impression de sentir un souffle glacé sur ma nuque et de voir, juste au coin de mon œil, une silhouette qui me regarde, attendant quelque chose que je ne suis pas encore prêt à lui donner. Je me souviens encore de la soirée où tout a commencé. J'étais pressé, comme toujours. Mon travail m'avait retenu plus longtemps que prévu, et je savais que si je prenais la route principale, je risquais de ne pas arriver à temps pour le rendez-vous que j'avais prévu. C'est alors que quelqu'un,
plus tôt dans la journée, avait mentionné une route secondaire près de Verdun, peu fréquentée mais censée être un raccourci. Je n'y avais pas prêté attention sur le moment, mais l'idée m'est revenue quand j'ai vu les embouteillages se profiler devant moi. Cette route, m'avait-on dit, était entourée de rumeurs étranges. Des disparitions inexpliquées, des histoires de voyageurs qui n'en revenaient jamais. Les habitants semblaient convaincus qu'elle était maudite. Bien sûr, je n'y croyais pas. Je suis un homme rationnel, et ces légendes de village ne m'ont jamais impressionné. Une route reste une route, rien de plus. Alors, sans réfléchir davantage, j'ai quitté l'autoroute et pris ce chemin secondaire. Le panneau rouillé indiquait route de Verdun, et déjà, un frisson me parcourut l'échine. Pas à cause de la peur, non. C'était cette atmosphère, la nuit tombait, et une épaisse couche de brouillard semblait s'élever directement du sol. Les arbres de chaque côté formaient un tunnel sombre et oppressant. Mon GPS peinait à se mettre à jour, et les lumières de mon tableau de bord étaient les seules choses familières dans cet environnement lugubre. Pourtant, je me disais que c'était une bonne idée. Quelques kilomètres de moins, et je serais bientôt sorti de là. Mais plus j'avançais, plus je sentais une sorte de tension dans l'air, quelque chose d'indéfinissable, comme si cette route me testait, me jaugeait. Je devais me concentrer sur la conduite, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ces avertissements. Pourquoi les gens semblaient-ils si terrifiés à l'idée de s'aventurer ici? Un rire nerveux m'échappa. Ridicule. Ce n'était qu'une vieille route oubliée. Pourtant, à chaque mètre parcouru, une étrange impression s'installait en moi. Je n'étais pas seul. La route semblait s'étirer à l'infini, comme si elle défiait les lois du temps et de l'espace. Mon GPS avait complètement cessé de fonctionner, indiquant un point fixe, alors que je continuais à avancer. La brume devenait de plus en plus dense, et mes phares peinaient à percer ce mur blanc. C'est alors que je les ai aperçus pour la première fois, des ombres, indistinctes, qui semblaient se mouvoir dans la brume, à la limite de mon champ de vision. Je me suis dit que c'était sûrement mon imagination. Il était tard, j'étais fatigué, et cette atmosphère lugubre jouait sûrement des tours à mon esprit. Mais les ombres ne disparaissaient pas. Elles étaient là, furtives, surgissant tantôt sur le bas-côté, tantôt devant moi, avant de se fondre dans le brouillard. Mon cœur s'est accéléré lorsque j'ai entendu un bruit étrange, presque un écho, un murmure bas et lointain, comme si quelqu'un m'appelait, mais sans prononcer mon nom. J'ai baissé la fenêtre pour mieux entendre, pensant que c'était peut-être le vent, mais ce que j'ai entendu à la place m'a glacé le sang. C'étaient des cris, pas des cris ordinaires, des cris de douleur, de désespoir, comme si une centaine de voix tentaient de percer le voile du silence. J'ai aussitôt refermé la fenêtre et appuyé sur l'accélérateur, mais la voiture a commencé à faire des siennes. Le moteur toussait, hésitait, comme si quelque chose s'opposait à ma fuite. Un instant plus tard, j'ai vu quelque chose au milieu de la route. Ils étaient là, des silhouettes humaines, vêtues de vieux uniformes de soldats, leurs corps couverts de boue et de sang. Leur visage, c'était le pire. Ils étaient mutilés, leur regard vide et froid fixé directement sur moi. J'ai freiné brusquement, mon cœur battant à tout rompre. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, ils avaient disparu, avalés par le brouillard. Je suis resté figé, les mains crispées sur le volant. Était-ce une illusion? Une hallucination due à la fatigue? Tout en moi criait de faire demi-tour, mais quelque chose, une force invisible, un sentiment de terreur écrasant m'empêchait de bouger. Et alors que je reprenais mon souffle, j'ai entendu un nouveau bruit. Un son sourd, répétitif, comme des bottes qui frappaient le sol, se rapprochant inexorablement de ma voiture. Je voulais fuir, mais il n'y avait plus d'échappatoire. La route semblait s'être refermée sur elle-même, comme un piège. Tandis que j'essayais désespérément de redémarrer la voiture, l'air autour de moi changea. Ce n'était plus seulement du brouillard, c'était une fumée épaisse, suffocante, qui portait une odeur métallique de sang et de poudre. Quand j'ai levé les yeux, je n'étais plus sur une route. Je me trouvais au milieu d'un champ de bataille. Des tranchées sinueuses se dessinaient des deux côtés, et le sol était jonché de corps. Le bruit m'assaillait de toutes parts, explosions, hurlements, sifflements de balles. Chaque son semblait résonner dans ma tête, me plongeant dans un cauchemar éveillé. Je suis sorti de la voiture, presque sans m'en rendre compte, comme si une force me poussait à explorer ce nouvel enfer. Sous mes pieds, la terre était humide, collante. Je réalisai alors que c'était du sang qui imprégnait le sol. Des silhouettes couraient dans la fumée, des soldats, leurs visages tordus par la peur et la douleur, criant des ordres dans un français ancien, parfois mêlé d'allemand. Puis, tout s'arrêta brusquement. Un silence écrasant s'abattit sur la scène, mais ce silence était pire que le vacarme. Il n'était pas naturel, il était lourd, oppressant,
comme si quelque chose de gigantesque et d'invisible m'épiait. Je me retournai vers ma voiture, mais elle avait disparu. À sa place se trouvait une croix en bois, grossièrement plantée dans le sol. Gravé dessus, je vis mon propre nom. Mon cœur manqua un battement. Comment cela pouvait-il être possible? C'est alors que je les ai vus à nouveau. Les soldats. Mais cette fois, ils ne couraient plus. Ils étaient immobiles, leur regard vide braqué sur moi. L'un d'eux, plus proche que les autres, tendit la main vers moi, comme s'il voulait m'attirer dans la tranchée. Je voulus reculer, mais mes pieds semblaient ancrés au sol. Et avant que je ne puisse crier ou bouger, un fracas assourdissant résonna, comme une explosion tout près de moi. Quand je rouvris les yeux, je n'étais plus au milieu du champ de bataille. J'étais de retour dans ma voiture, mais la route n'était plus la même. Elle semblait infinie, comme si je ne pourrais jamais en sortir. La route s'étirait devant moi, mais quelque chose avait changé. Les arbres semblaient plus sombres, leurs branches tordues formant des silhouettes menaçantes dans la brume. Les sons du champ de bataille avaient disparu, remplacés par un silence oppressant. Pourtant, je sentais une présence. Pas seulement une, mais des dizaines, peut-être des centaines, qui m'observaient depuis les ombres. C'est alors qu'il est apparu. Un soldat, différent des autres. Il se tenait debout au milieu de la route, immobile, comme s'il m'attendait. Son uniforme était moins abîmé, son visage étrangement intact, mais ses yeux. Il semblait vieux, fatigué, plein d'une douleur indescriptible. Je freinai instinctivement, mon souffle court. Il leva une main, m'invitant à descendre. Mon instinct me criait de rester dans la voiture, mais quelque chose dans son regard me paralysait. Je sortis lentement, mes jambes tremblant sous moi. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il dans un français ancien, sa voix grave et remplie d'une tristesse palpable. Je restai sans voix. Il s'avança, et plus il se rapprochait, plus je remarquais les détails troublants. Ses mains couvertes de cicatrices, une profonde entaille sur son cou, et cette odeur de terre humide et de sang séché qui semblait émaner de lui. « Cette route n'oublie pas, » murmura-t-il. « Elle vous garde, comme elle nous garde tous. Qu'est-ce que vous voulez dire » balbutiai-je, ma gorge serrée par la peur. Chaque homme qui passe ici doit affronter ses propres batailles. Vous avez ouvert une porte, et maintenant, elle ne se refermera que si vous affrontez ce que vous fuyez. Je ne comprenais pas. Affronter quoi? Que avais-je à fuir? Mais avant que je ne puisse poser d'autres questions, il tendit la main et la posa sur mon épaule. Une vague de froid glacial me traversa, et des images envahirent mon esprit. Des erreurs du passé, des regrets, des visages que j'avais essayé d'oublier. Si vous ne faites rien, cette route vous prendra comme elle nous a pris, murmura-t-il. Trouvez le courage ou restez ici pour toujours. Avant que je puisse répondre, il recula et disparut dans la brume, me laissant seul avec ces mots terrifiants. Je savais qu'il avait raison. Quelque chose en moi devait être confronté. Mais quoi? Et comment? La route n'attendrait pas que je trouve une réponse. Le temps semblait s'être arrêté. La route, enveloppée dans une obscurité surnaturelle, n'offrait plus aucune échappatoire. Chaque mètre parcouru était un effort colossal, comme si quelque chose s'opposait à ma progression. Mais je savais que fuir ne servirait à rien. Les mots du soldat résonnaient encore dans ma tête. Trouver le courage ou rester ici pour toujours. Soudain, ma voiture s'arrêta net, comme si elle avait été aspirée par une force invisible. Le moteur s'éteignit, et le silence retomba, plus lourd que jamais. J'étais entouré par la brume, seul, mais je pouvais sentir des regards sur moi. Des centaines de regards. Ils attendaient quelque chose. C'est alors que le brouillard s'ouvrit devant moi, révélant une scène terrifiante, un champ de bataille. Mais cette fois, ce n'étaient pas des soldats que je voyais. C'était moi. Des fragments de mon passé se rejouaient devant mes yeux, des erreurs, des trahisons, des moments que j'avais tenté d'oublier. Je me vis abandonner un ami dans le besoin, ignorer les appels à l'aide d'un inconnu, blesser des gens que j'aimais. Chaque souvenir était une lame qui me transperçait, me forçant à faire face à ce que j'avais toujours refusé d'affronter. Les silhouettes des soldats réapparurent, formant un cercle autour de moi. Le soldat que j'avais rencontré plus tôt se tenait en avant, son regard perçant. « Regardez-les » dit-il d'une voix calme mais impitoyable. « Ce sont vos batailles. Vous ne pouvez pas avancer tant que vous ne les affrontez pas. » Les visions devinrent insoutenables. Chaque image semblait vouloir m'écraser sous son poids. Mais je savais qu'il disait la vérité. Si je ne faisais rien, je resterais prisonnier ici pour l'éternité. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais eu le courage de faire, j'ai accepté. J'ai accepté mes erreurs, mes peurs, ma culpabilité. J'ai murmuré des excuses au visage qui me hantait, même si je savais qu'il ne pourrait jamais les entendre. J'ai promis de changer, de ne plus fuir.
La brume commença à se dissiper. Les silhouettes s'effacèrent une à une, et la route devant moi devint claire. Le soldat me fixa une dernière fois, un léger sourire triste sur les lèvres. Vous avez gagné cette fois. Mais souvenez-vous, la route observe toujours. Je remontai dans ma voiture, le moteur démarra comme par magie. Lorsque je regardai dans le rétroviseur, tout avait disparu. La route était redevenue une simple route. Mais quelque chose en moi avait changé. En quittant cet endroit maudit, je compris que cette expérience ne me quitterait jamais vraiment. La route de Verdun n'est pas une légende. Elle est un rappel, une épreuve. Et ceux qui la traversent ne reviennent jamais complètement indemnes. Je roulais depuis des heures, fatigué, les yeux rivés sur l'obscurité qui s'étendait à perte de vue. La route était déserte, bordée de champs silencieux et d'arbres qui se dressaient comme des ombres menaçantes sous la lumière pâle de la lune. Mon réservoir d'essence était presque vide, et je savais que je devais trouver une station rapidement. Puis, comme une apparition, un panneau lumineux clignotant a percé l'obscurité, une pompe à essence, isolée au milieu de nulle part. Je me suis garé sous l'un des rares lampadaires qui fonctionnaient encore, et j'ai coupé le moteur. Le silence qui m'a enveloppé était presque assourdissant, à peine troublé par le vent qui soufflait doucement à travers les champs. Tout semblait figé, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter ici. En sortant de la voiture, j'ai ressenti un léger frisson. Peut-être à cause du froid de la nuit, ou peut-être à cause de cette impression étrange, ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je me suis avancé vers la petite boutique de la station. La porte en verre était couverte de saleté et de traces de mains, comme si elle n'avait pas été nettoyée depuis des années. Quand j'ai poussé la porte, une clochette suspendue au-dessus a émis un tintement métallique désagréable, presque trop fort dans ce silence oppressant. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus pesante. Les rayons étaient à moitié vides, remplis de boîtes rouillées et de sacs de chips périmés. L'air sentait le renfermer, mélangé à une odeur indéfinissable, légèrement sucrée mais désagréable. Je me suis dirigé vers le comptoir pour chercher quelqu'un, mais il n'y avait personne. Pas un bruit, pas un signe de vie. « Bonjour » ai-je appelé, ma voix résonnant étrangement dans l'espace confiné. Pas de réponse. J'ai regardé autour de moi, en essayant de me convaincre que ce n'était qu'une station abandonnée, que je pouvais simplement faire le plein et repartir. Mais au fond de moi, une petite voix chuchotait déjà que quelque chose n'était pas normal ici. Alors que j'explorais la boutique, mes yeux ont été attirés par un mur près du comptoir. Une série de cadres en bois y étaient accrochés, alignés de manière presque parfaite, comme un étrange hommage. Intrigué, je me suis approché. Chaque cadre contenait une photo en noir et blanc, jaunie par le temps. Les visages souriants de ces personnes me donnaient une étrange sensation de malaise. Des hommes, des femmes, des enfants, ils semblaient posés pour des portraits de famille ou des photos de vacances. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Les sourires paraissaient forcés, les regards presque vides. C'est en observant de plus près que j'ai remarqué l'écriture, tracée à la main au bas de chaque cadre, « Disparu ». Ce mot revenait encore et encore, sous chaque visage. Disparu. Je sentais mon cœur s'alourdir, comme si l'air était devenu plus dense. Qui étaient ces gens? Pourquoi leurs photos étaient-elles ici? Je n'arrivais pas à détacher mon regard. Une des photos, en particulier, me captivait. Une femme dans la trentaine, avec des cheveux bouclés et un sourire figé. Ses yeux semblaient me fixer, comme si elle attendait quelque chose de moi. J'ai reculé d'un pas, le souffle court, cherchant une explication rationnelle. C'est alors que j'ai senti un courant d'air froid glisser derrière moi, faisant frissonner ma nuque. Je me suis retourné brusquement. Personne. La boutique était toujours vide, mais une tension étrange flottait dans l'air, comme si je n'étais plus seul. Je tentais de me rassurer. Peut-être que ce mur de photos était une sorte d'hommage macabre, mais innocent. Une façon pour le propriétaire de se souvenir des disparus du coin. Pourtant, chaque fibre de mon être me criait de quitter cet endroit. J'ai fait demi-tour, prêt à sortir, mais un bruit léger a brisé le silence. Des pas. Ils étaient nets, réguliers, et venaient de l'allée derrière moi. Mon cœur a raté un battement. Je me suis figé, l'oreille tendue, retenant mon souffle. « Il y a quelqu'un » ai-je murmuré, la voix tremblante. Pas de réponse. Je me suis retourné lentement, scrutant l'allée vide entre les rayons poussiéreux. Rien. Pourtant, les bruits continuaient, comme si quelqu'un marchait doucement, juste hors de mon champ de vision. J'ai avancé à petits pas, essayant de localiser leur origine. Chaque craquement du sol résonnait comme une détonation dans ce silence oppressant. Soudain, le vieux poste de radio posé sur le comptoir s'est allumé, émettant une statique grinçante. Je sursautai, les mains moites. La statique s'interrompit par intermittence,
laissant place à des murmures incompréhensibles. Une voix basse, indistincte, semblait chuchoter quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre les mots. Puis, un autre bruit se fit entendre, plus proche cette fois, le grincement d'une porte qui s'ouvre lentement. Mon regard se tourna instinctivement vers le fond de la boutique, où une petite porte que je n'avais pas remarquée auparavant venait de s'entr'ouvrir. Une ombre furtive passa derrière, trop rapide pour que je puisse la distinguer clairement. Mon instinct me hurlait de sortir immédiatement. Mais quand je me suis précipité vers la porte d'entrée, elle ne bougeait pas. J'ai tiré de toutes mes forces, mais elle était verrouillée. Coincé. J'étais coincé ici, et cette sensation d'être observé devenait insupportable. Je n'étais plus seul. Quelque chose, ou quelqu'un, était avec moi. Et ce n'était pas humain. Mon cœur battait à tout rompre, martelant ma poitrine à chaque respiration précipitée. Je voulais sortir, mais la porte restait obstinément fermée, comme si elle avait été scellée par une force invisible. Le bruit des pas continuait de se rapprocher, chaque écho semblant se multiplier autour de moi. Je n'étais plus seul, je le sentais dans chaque fibre de mon être. Quelque chose m'observait, m'attendait. D'un coup, mes yeux se posèrent sur un vieux panneau en métal, accroché derrière le comptoir. La rouille avait presque effacé les inscriptions, mais je pouvais encore discerner quelques mots, à peine lisibles. Un frisson me traversa. Il y avait écrit « Massacre à la station ». Sans réfléchir, je me dirigeai vers le comptoir, mes mains tremblantes d'une peur irrationnelle, comme si quelque chose m'attirait irrésistiblement. Derrière la caisse, il y avait une pile de vieux journaux, empilés de manière négligée. L'un d'eux attira mon attention. Sa couverture était déchirée, mais un titre sauta aux yeux, Le massacre du poste de la route 57, une nuit d'horreur. Je l'ai ouvert, le papier fragile craquant sous mes doigts. Les mots étaient flous, mais la sombre vérité s'est imposée à moi en quelques lignes. Le poste de cette station-service avait été le théâtre d'un crime épouvantable des années auparavant. Un homme, employé ici depuis des années, avait tué ses collègues et plusieurs voyageurs qui s'étaient arrêtés pour faire le plein. Les corps n'avaient jamais été retrouvés, mais les témoins parlaient de cris, de luttes et de sang, partout. Plus je lisais, plus l'air semblait se raréfier, plus lourd, comme si le passé de ce lieu me rattrapait. Une photo jaunie était insérée à la fin de l'article, les visages des victimes, souriant sur une photo de groupe, mais avec une expression glacée qui semblait me fixer. Les mêmes visages que ceux des photos au mur. Ils étaient tous là, immortalisés dans la terreur de leur dernier instant, figés dans un sourire forcé. Mon esprit bourdonnait d'une multitude de questions. Pourquoi ces photos? Pourquoi ce lieu? Et pourquoi moi? Un cri intérieur m'ordonnait de partir, mais j'étais paralysé, comme si quelque chose m'empêchait de quitter cette station. Le bruit des pas se faisait de plus en plus fort. La chaleur de la peur m'envahissait alors que je comprenais enfin, ce lieu n'était pas juste un souvenir macabre. Il était vivant, habité par les esprits des victimes, prisonniers de ce massacre oublié. Et maintenant, il me cherchait. Le temps semblait s'étirer à l'infini. L'air autour de moi devenait oppressant, chaque souffle que je prenais semblait aspirer plus de la terreur qui emplissait la station. J'avais l'impression d'être entouré, observé de tous côtés, mais je n'osais même pas tourner la tête. Chaque recoin de la boutique semblait receler une ombre vivante, prête à me sauter dessus à la moindre erreur. Soudain, une porte à l'arrière de la boutique s'ouvrit lentement. Un bruit de métal grincé résonna dans l'espace silencieux, comme un avertissement. Puis, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Un homme, ou plutôt, une silhouette humaine, mais figé dans une posture étrange, comme si son corps était partiellement dissocié du temps. Il n'y avait rien de naturel dans son mouvement, et il avançait lentement vers moi, ses pas lourds et saccadés marquant chaque seconde d'un poids insoutenable. Je reculai précipitamment, les jambes tremblantes sous l'effet de la peur. C'était un visage que je connaissais, mais en même temps, c'était celui d'un étranger. La même femme de la photo, celle avec les boucles brunes et le sourire figé, se tenait devant moi, mais son expression était maintenant tordue par la douleur et l'agonie. Ses yeux, d'un noir profond, fixaient les miens, et je pouvais sentir une pression glaciale m'envahir, comme si elle essayait de s'immiscer dans mon âme. Je n'arrivais plus à respirer. Un cri s'étouffait dans ma gorge. Elle tendit la main, lentement, tout en continuant de me regarder. Puis, à voix basse, presque inaudible, elle murmura. « Tu es ici à cause de nous. Tu n'es pas parti à temps. Maintenant, tu es comme nous. » Le sol se mit à vibrer sous mes pieds, et j'entendis d'autres bruits, comme des chuchotements venant de l'obscurité. Les autres visages des photos, tous les disparus, semblaient être là, en train de se matérialiser lentement autour de moi. Des silhouettes indistinctes, hurlant, des mains tendues vers moi, me réclamant. Les murmures devenaient des cris, des voix qui se superposaient,
chacune me maudissant, me réclamant. Je n'avais plus le choix. Je devais fuir. Mais la porte était toujours verrouillée. Je frappais à la vitre, hurlant, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Les ombres avançaient, se rapprochant de plus en plus. L'homme que j'avais vu au chon, son regard plein de haine, se tenait maintenant à côté de la porte. Il souriait, mais ce sourire n'était pas humain. Leurs yeux étaient tous fixés sur moi. Et avant que je puisse faire le moindre mouvement, je sentis une main glacée se poser sur mon épaule. Une voix, douce mais terriblement grave, souffla à mon oreille. « Tu n'auras jamais le temps de partir. C'était trop tard. » Je suis camionneur depuis plus de 20 ans. Les routes sinueuses, les nuits sans fin et les histoires étranges que racontent mes collègues autour d'un café dans une station-service, tout ça fait partie de mon quotidien. J'en ai entendu des légendes, des autoroutes hantées, des forêts où l'on disparaît, et des tunnels où des silhouettes sans visage vous suivent. Mais je n'ai jamais cru à ces récits. Pour moi, ce ne sont que des contes destinés à faire frissonner les novices. Cependant, il y a une histoire qui revient souvent, celle de l'ancienne passerelle de pierre dans les montagnes des Pyrénées. On l'appelle simplement le pont maudit. Selon les rumeurs, les moteurs tombent en panne inexplicablement au milieu du pont. Certains disent avoir vu des ombres qui dansent sous les éclairs d'orage, d'autres affirment avoir entendu des voix qui murmurent des secrets terrifiants, comme si le pont lui-même était vivant. La plupart des chauffeurs évitent cette route, même si elle est le chemin le plus court à travers les montagnes. Moi, je ne suis pas superstitieux. Je crois aux pannes mécaniques, aux vieilles structures mal entretenues, et c'est tout. Alors, quand une tempête s'est levée ce soir-là et que mon GPS m'a indiqué le fameux pont comme itinéraire le plus rapide, je n'ai pas hésité une seule seconde. Pourquoi perdre 1 heure de trajet pour une légende ridicule? Alors que j'approchais du pont, le tonnerre grondait au loin, et la pluie battait contre le pare-brise. Mes essuie-glaces luttaient pour maintenir une visibilité décente. Je pouvais distinguer l'arche massive de la structure à travers les éclairs. Elle semblait surgir des ténèbres, comme une relique d'un autre temps, froide et imposante. Malgré moi, une sensation étrange montait dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur, mais une sorte de malaise, comme si quelque chose m'attendait de l'autre côté. Alors que je m'engageais sur le pont, la pluie redoublait d'intensité, martelant le toit de mon camion comme des coups répétés. Les éclairs illuminaient brièvement les environs, révélant les contours usés des pierres anciennes, noircies par le temps et l'humidité. La structure semblait immense, bien plus longue qu'elle ne paraissait au départ, et le grondement du tonnerre résonnait entre les montagnes comme un avertissement. Je roulais prudemment, mes mains serrées sur le volant. Le poids du camion et la route glissante me forçaient à rester concentré. Mais alors que je progressais, une chose étrange se produisit. Sans prévenir, le moteur s'étouffa et s'arrêta net, me laissant au milieu du pont, entouré de pluie et de vent. Les phares s'éteignirent d'un coup, me plongeant dans une obscurité presque totale. « Merde !» murmurai-je en frappant le tableau de bord, espérant que tout redémarrait. Mais rien. Pas un bruit, pas un signe de vie du moteur. Seulement le son assourdissant de la tempête, étrangement, un silence inquiétant qui semblait émaner des pierres du pont lui-même. Je sortis de la cabine pour vérifier le moteur, empestant contre ma malchance. La pluie glacée me fouettait le visage, et chaque pas sur la pierre humide semblait résonner étrangement, comme si l'écho se prolongeait plus longtemps qu'il ne devrait. En ouvrant le capot, une sensation étrange s'empara de moi. Ce n'était pas seulement le froid ou la fatigue, c'était comme si j'étais observé. C'est à ce moment-là que je les ai entendus pour la première fois. Des murmures, légers, presque imperceptibles, portés par le vent. Je me redressai brusquement, scrutant les alentours. Les ombres dansaient à la lueur des éclairs, et j'aurais juré que quelque chose bougeait à la périphérie de mon champ de vision. Les murmures s'intensifièrent. Ce n'étaient pas des mots que je pouvais comprendre, mais plutôt des sons entrecoupés, comme un chuchotement collectif. Je fis un tour sur moi-même, cherchant une explication rationnelle. Peut-être le vent à travers les pierres, ou mon esprit fatigué qui me jouait des tours. Mais d'alors, je les vis. Des silhouettes commençaient à apparaître dans l'obscurité. Transparentes, pâles, elles semblaient flotter sur la surface du pont. D'abord lointaines, elles se rapprochaient doucement, leur forme devenant plus nette à chaque éclat de lumière. Elles n'avaient pas de visage, mais des contours humains, comme des âmes délavées. Et ces murmures, ils venaient d'elles. Elles chuchotaient, tout à l'unisson, des mots qui semblaient s'infiltrer dans mon esprit, réveillant quelque chose de sombre en moi. Mon instinct me criait de fuir, mais mes jambes restaient figées, ancrées au sol par une peur que je n'avais jamais connue auparavant. Les silhouettes se rapprochaient, leur présence devenant de plus en plus oppressante. Les murmures,
autrefois indistinctes, commençaient à former des phrases que je ne comprenais pas complètement. Pourtant, certaines bribes résonnaient étrangement en moi. Mon nom, murmuré comme une malédiction, et des fragments de secrets que je n'avais jamais révélés à personne. Comment pouvait-elle savoir? J'étais pétrifié, mais incapable de détourner le regard. Chaque éclair illuminait leurs contours, révélant des détails troublants, des mains squelettiques tendues vers moi, des vêtements déchirés qui semblaient appartenir à une autre époque. Ce n'étaient pas simplement des visions. Ces choses étaient là, réelles, et elles me voulaient, moi. Soudain, une des silhouettes s'arrêta à quelques mètres de moi et pointa du doigt une inscription gravée dans les pierres du pont. À travers la pluie, je pouvais distinguer des mots en latin, à moitié effacés par le temps. Une phrase revenait sans cesse dans mon esprit, comme si quelqu'un ou quelque chose l'inscrivait directement dans ma tête. Victim sacrificium pro malediction dissolvanda. Victime sacrificielle pour lever la malédiction. Un éclair plus puissant que les autres illumina alors toute la scène, et c'est à ce moment que je compris. Je vis des images dans mon esprit, comme si elles étaient projetées par ces spectres. Des scènes anciennes, terrifiantes. Des villageois terrifiés, des gens capturés et amenés de force sur le pont, les pierres baignées de sang. Ce lieu avait été un autel, un endroit maudit où des sacrifices humains avaient été faits pour repousser une force obscure qui menaçait le village. Mais quelque chose avait mal tourné. Au lieu de contenir cette force, les âmes des sacrifiés avaient été piégées ici, emprisonnées dans les pierres du pont. Ces âmes tourmentées cherchaient désespérément à se libérer, et elles avaient besoin de moi. Non, pas de moi en particulier, mais de quelqu'un, n'importe qui, pour briser le cycle. Les murmures devinrent des cris stridents, et les silhouettes se rapprochèrent encore, formant un cercle autour de moi. Je sentais leur colère, leur douleur, mais aussi leur désespoir. Elles voulaient que je prenne une décision, que je fasse un choix. Pourtant, je ne savais pas quoi faire. Comment échapper à ce cauchemar? Les cris s'intensifiaient, résonnant dans ma tête comme un marteau frappant une enclume. Mon instinct me criait de courir, de me réfugier dans la cabine du camion, mais mes jambes restaient figées, clouées au sol par une peur viscérale. Les spectres s'approchaient encore, leurs formes indistinctes se déformant sous la lumière des éclairs. J'avais l'impression qu'ils me jaugeaient, qu'ils attendaient quelque chose de moi. Et puis, comme si les murmures avaient percé une barrière enfouie en moi, des souvenirs que j'avais tenté d'oublier refirent surface. L'image de mon frère cadet apparut brutalement dans mon esprit. Nous étions enfants, au bord d'une rivière, et je le regardais lutter contre le courant. Il avait crié mon nom, mais j'étais resté immobile, paralysé par la peur. Ce jour-là, il s'était noyé, et depuis, je portais ce poids sans jamais en parler à personne. Les silhouettes semblaient réagir à cette révélation intérieure. Elles cessèrent de murmurer et commencèrent à chanter, un chant grave et lugubre qui vibrait dans l'air. C'était comme si elles connaissaient mon secret et l'utilisaient contre moi. Leur cercle se refermait de plus en plus. « Laissez-moi partir !» criai-je, ma voix se perdant dans la tempête. Mais elles n'avaient pas l'intention de me laisser partir. Je compris que je devais faire face, non seulement à ces spectres, mais aussi à mon propre passé. Je tombai à genoux sur la pierre froide et humide du pont, le cœur battant à tout rompre. « Je suis désolé !» murmurai-je, presque inaudible. C'était tout ce que je pouvais dire. À cet instant, une des figures spectrales s'avança plus près que les autres. Elle n'avait pas de visage, mais je sentais son regard peser sur moi. Elle tendit la main, non pour m'attaquer, mais comme une invitation. Sans réfléchir, je sortis de ma poche un vieux médaillon que je portais toujours sur moi, un souvenir de mon frère. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais qu'il avait une signification ici, sur ce pont maudit. Je tendis le médaillon vers la figure. Les cris cessèrent instantanément. Le silence qui suivit fut assourdissant, presque pire que le vacarme précédent. Les autres spectres se figèrent, et pendant un moment qui sembla durer une éternité, rien ne bougea. Puis, avec une lenteur glaçante, la figure prit le médaillon et disparut dans la nuit, suivie par les autres. Les silhouettes s'évaporèrent une à une, comme emportées par le vent, et la tempête sembla se calmer légèrement. Le moteur de mon camion redémarra tout seul, rugissant comme une bête réveillée d'un long sommeil. Je me relevai, tremblant, et courus vers la cabine. Mon instinct me hurlait de quitter cet endroit maudit avant que quelque chose ne change d'avis. Je démarrai le camion en trombe, mes mains tremblant encore sur le volant. Les roues patinèrent sur les pierres humides du pont, mais je réussis à avancer, chaque seconde me semblant une éternité. À travers le pare-brise, je voyais la fin du pont se rapprocher, une promesse de salut. Mais même en quittant cet endroit, je sentais un poids invisible qui s'accrochait à moi, comme si quelque chose refusait de me laisser partir. Quand enfin je franchis l'autre rive, une étrange accalmie envahit l'air.
La pluie s'était réduite à une fine bruine, et les éclairs ne zébraient plus le ciel. Je me garais sur le bas-côté, incapable de continuer sans reprendre mes esprits. Mon cœur battait encore à un rythme effréné, et ma tête bourdonnait des murmures que j'avais entendus sur ce pont. Je sortis du camion pour respirer, mais quelque chose attira mon regard. Sur la portière de ma cabine, là où il n'y avait rien avant, une empreinte de main était clairement visible. Elle était rouge, comme tracée avec du sang. Mon estomac se noua. De retour dans la cabine, je pris mon téléphone pour chercher un itinéraire alternatif. C'est alors que je remarquai une chose encore plus troublante, le médaillon. Celui que j'avais offert à la silhouette sur le pont était là, posé sur le tableau de bord. Il était intact, mais froid au toucher, glacial même, comme s'il avait été plongé dans les profondeurs d'un lac gelé. Je n'avais aucune explication à ce qui venait de se passer. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais plus jamais repasser par ce pont. Pourtant, une pensée me hantait. Ces âmes tourmentées m'avaient laissé partir, mais pourquoi? Et qu'avait-elle fait de la malédiction qui pesait sur elle? Sur la route du retour, malgré la fatigue et le choc, je me surpris à penser à mon frère. Ce que j'avais vécu ce soir-là m'avait forcé à affronter cette culpabilité enfouie depuis des années. Peut-être que ce pont n'était pas seulement un lieu de damnation, mais aussi une sorte d'épreuve. Quoi qu'il en soit, je ne parlerai jamais de cette nuit à qui que ce soit. Pas à mes collègues, pas à ma famille. Il y a des choses qui doivent rester dans les ténèbres. Mais chaque fois que je passerai près des Pyrénées, je saurai que le pont maudit est toujours là, attendant la prochaine âme assez folle ou désespérée pour le traverser.